Bienvenue à tous. Les tensions électorales au Bénin et au Tchad sont les derniers exemples qui relancent le débat sur l'état de la démocratie en Afrique. Les derniers jours de la campagne au Bénin ont vu une série de manifestations qui se sont soldées par un mort et des blessés. Des opposants basés à l'étranger avaient appelé les populations à manifester, considérant que le mandat du président Patrice Talon a expiré au soir du 5 avril. Les opposants, dont les plus en vue n'ont pas pu prendre part au scrutin, mettent en cause le système de parrainage dans ce pays qui était jusque-là vu par beaucoup comme un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest. Au Tchad, les principaux opposants comme Saleh Kebzabo, dont la candidature a été validée par la Cour suprême, ont finalement renoncé à y prendre part, dénonçant un processus destiné, selon eux, à assurer la réélection du président Idriss Déby pour un 6e mandat. La démocratie est-elle menacée en Afrique? Comment restaurer la confiance dans les processus politiques et de gouvernance sur le continent? Réponse avec nos invités au cours des 30 prochaines minutes. Bonsoir à tous. Le Bénin et le Tchad ont tenu le 11 avril chacun leur élection présidentielle à l'issue de campagnes électorales tendues. Et dans les deux pays, les scrutins se sont tenus en l'absence des ténors de l'opposition et sur fond d'accusations de confiscation du pouvoir. Si on y ajoute la récurrente question du 3e mandat dans d'autres pays et les modifications de constitution, beaucoup d'observateurs s'inquiètent d'un recul démocratique sur le continent. Faisons le point avec Delidico. Les élections présidentielles du 11 avril au Bénin et au Tchad ont remis en avant le sentiment grandissant selon lequel la démocratie africaine s'érode ces dernières années. Au Bénin, pays pionnier de la démocratie en Afrique de l'Ouest, Patrice Talon est accusé d'avoir muselé l'opposition pour assurer sa réélection. En lice pour un 2e mandat, il est opposé à 2 anciens députés, Alassane Soumanou et Corentin Koué, des candidats quasiment inconnus du public. Les principales figures de l'opposition béninoise sont soit en exil, soit condamnées par la justice et incarcérées, soit empêchées de se présenter du fait du nouveau code électoral et d'une réforme institutionnelle. Pour le vote, bon, ça s'est bien passé par endroit. Maintenant, il y a eu quelques incidents. Le vote n'a pas pu avoir lieu dans certains arrondissements. L'opposition béninoise a largement appelé à boycotter le vote qui s'est déroulé sans incident majeur, malgré de petits couacs par endroits. Au Tchad, 6 candidats affrontaient aux urnes le maréchal Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis un coup d'État en 1990. Il briguait un 6e mandat pour lequel une partie de la population affirmait que l'issue était jouée d'avance. Moi j'ai ma carte électeur et le pourquoi je ne vais pas aller voter. Parce que si je vote, il n'y aura pas de changement. Et si je ne vote pas, il n'y a pas de changement. Et c'est la raison pour laquelle, tant plus comme on essaie de manifester, de revendiquer nos droits, mais les gens ne nous donnent pas cette chance. Et c'est la raison pour laquelle j'ai refusé de voter. À quelques jours de la présidentielle, Human Rights Watch avait accusé les forces de sécurité tchadiennes d'avoir mené une répression implacable contre des opposants. Depuis plusieurs mois, des partis et organisations de la société civile appelaient à marcher pour demander une alternance au pouvoir, mais les marches ont été interdites et les manifestants violemment dispersés. Si on croit que l'élection est finie, l'élection présidentielle est finie et qu'on va se croiser les bras, on se trompe. Et si Déby en particulier le pense, il se trompe. Nous allons continuer le combat que nous avons commencé depuis quelques mois maintenant. Putsch à répétition, changement constitutionnel en vue de mandats supplémentaires, annihilation de l'opposition et interdiction de manifestations pacifiques, le continent semble s'être progressivement engagé dans un tournant que d'aucuns qualifieraient d'autoritaire. Voilà, merci beaucoup Delidico. Et pour le débat, nous avons 3 invités. À Dakar, Mathias Oumpe, il est politologue, administrateur du programme gouvernance à OSIWA, l'Open Society for West Africa. À Washington, Valérie Nadjibé, responsable du programme Afrique centrale au National Endowment for Democracy, NED.
Et dans le New Jersey, on a Daniel Menguera, professeur à Montclair State University. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat. Je démarre avec vous justement, Daniel. Pourquoi, selon vous, la tension monte à chaque cycle électoral dans beaucoup de pays africains? Est-ce qu'il s'agit d'une question de confiance envers les institutions ou bien c'est juste de la politique politicienne? Oui, la question, en fait, elle est fondamentale parce que je crois qu'il faut y voir plusieurs facteurs, n'est-ce pas? Nous avons des facteurs historiques, tels la colonisation, la guerre froide, qui ont plus ou moins, on va dire, conditionné les Africains, surtout dans le monde francophone, à une certaine manière de voir de la politique, c'est-à-dire cette image autoritariste, n'est-ce pas, cette pratique autoritariste de la politique. Mais par la suite, nous avons aussi le fait que ces phénomènes historiques se sont alliés à tout un tas de paramètres qui ont fait que la démocratie et sa pratique ne puissent pas encore s'enraciner comme il faut dans les différents schèmes mentaux de nos populations. Donc ça fait qu'avec un leadership qui a tendance à s'approprier, on va dire, le pouvoir de manière autoritariste, et des peuples qui aspirent à mieux, à plus de liberté, on a ce qu'on appelle une crise de confiance qui fait qu'en fait, ça devienne un casse-tête chinois. Et pour moi qui regarde parfois avec attention ces phénomènes, j'ai envie plus ou moins d'interpeller nous, les Africains, qu'on peut classer comme intellectuels, n'est-ce pas, à un débat vraiment sur l'Afrique. Pourquoi? Pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, plus de 60 ans après les indépendances, nous sommes encore aujourd'hui à balbutier, n'est-ce pas, la démocratie, alors qu'en réalité, elle devrait déjà être enracinée. Mais je crois qu'il faut aller chercher dans des paramètres historiques qui ont conditionné quand même, surtout l'Afrique francophone, à une certaine manière de faire de la politique qui est malheureusement liée à cet autoritarisme colonial qui est devenu presque un legs politique pour l'Afrique francophone surtout. Alors Mathias, les cas du Bénin et du Sénégal d'ailleurs, où l'arrestation d'un opposant avait récemment embrasé la rue, reviennent très souvent dernièrement dans les propos des analystes du fait qu'ils étaient souvent cités en exemple. De quoi s'agit-il? Doit-on parler d'un recul démocratique dans ces pays? Oui, disons que de façon indiscutable, si vous parlez de l'Afrique de l'Ouest, que je connais le mieux, tous les indicateurs que vous connaissez aujourd'hui, que ce soit Freedom House, que ce soit des économistes, que ce soit Liberté sans mine, Transparency International, que ce soit Reporters sans frontières, Mo Ibrahim, tous ces indicateurs, sans exception, indiquent qu'en Afrique de l'Ouest, ces dernières années, il y a un recul démocratique de l'espace civique et il y a un peu comme une tendance à une sorte d'autocratisation, n'est-ce pas, des régimes qui, il y a une vingtaine d'années ou 30 ans, avaient commencé donc un processus de démocratisation. Donc ça, c'est complètement indiscutable. Maintenant, quand vous prenez cela, il y a des présidents qui assument la restriction de l'espace civique et je vais exagérer en disant l'autocratisation de la politique dans nos pays. Le président béninois, par exemple, n'est pas du tout gêné de le dire et il a dit à plusieurs occasions et sur plusieurs forums que lui, ce qui compte pour lui, c'est le développement. Et que si pour cela, il faut écorner un peu la démocratie, ça ne le dérange pas. Alors, Valérie Nadjibé, est-ce à dire donc que le modèle démocratique est en train de montrer ses limites en Afrique, en tout cas pour les pays qui jusque-là avaient ce label de démocratie, puisque quand même une bonne partie des pays ne sont même pas considérés par beaucoup d'organismes comme étant des pays démocratiques de toute manière, non? Tout à fait. Moi, ce que je dirais, c'est que la démocratie qui se fait pratiquer en Afrique en général, ça n'est pas question qu'elle ne soit pas adaptée en tant que telle, mais moi je pense que les pays africains en général sont encore jeunes dans ce processus démocratique et moi je pense que la démocratie est un processus.
Donc, pendant qu'on observe en Afrique centrale une espèce de dégradation des institutions démocratiques, il y a quand même, récemment au Niger, par exemple, on a vu une transition démocratique qu'il fallait saluer. Donc, je pense que c'est question de temps, de processus, et qu'il fallait travailler pour renforcer ces institutions démocratiques-là. Et c'est exactement ce que, au niveau de NED, nous faisons. Nous travaillons pour soutenir les idées et les valeurs démocratiques avec l'idée de renforcer les capacités ou les institutions démocratiques afin qu'on puisse avoir une démocratie réelle. Donc, c'est ce que j'allais apporter comme contribution. D'accord, d'accord. Alors, Daniel, justement, Valérie parle de l'Afrique centrale où la question de la longévité est essentielle. Il y a Idriss Déby et puis il y a Sassou Nguesso qui vient lui aussi de rempiler et bien d'autres. En Afrique de l'Ouest, c'est la question du troisième mandat qui a récemment agité un peu la rue. Et même au Sénégal, on n'est pas très sûr ce qui va se passer. Vraiment, la démocratie telle qu'on essaie de la pratiquer aujourd'hui, est-elle adaptée? Qu'est-ce qui se passe en fait? Non, la démocratie, elle est toujours adaptée, parce qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Hein. Les questions de démocratie, quelle que soit leur coloration, sont essentielles pour l'évolution positive des sociétés, pour le progrès, pour le développement. Donc ça, c'est indéniable. La vraie question, c'est surtout celle qui concerne le pourquoi, n'est-ce pas, de cette question, c'est-à-dire pourquoi est-ce que, surtout dans les pays francophones, la démocratie a du mal à s'enraciner. Parce que quand vous regardez l'Afrique, hein, il n'y a pas vraiment beaucoup de pays démocratiques qu'on pourrait vraiment appeler démocratiques. Quand vous faites vous regardez les indices, par exemple, sur la démocratie qui ont été publiés en 2020 par de diverses organisations, vous verrez qu'il n'y a qu'à peu près, en Afrique noire, hein, si on enlève la Tunisie, il n'y a qu'à peu près 4 à 5 pays africains qui sont réellement classifiés comme libres. Et la majorité sont dans des pays anglophones. Vous voyez, le reste sont des régimes hybrides qui sont généralement des pays où on a des élections, mais sans vraiment la pratique démocratique avérée qui va avec. Et la panoplie, on va dire, la plus grande partie est dans la classification autoritaire. Donc ça veut dire qu'en réalité, la démocratie a du mal à s'implanter en Afrique. La question est de pourquoi. Évidemment, moi, qui regarde un peu, vous l'avez dit, la question de la longévité, vous verrez que l'âge moyen de ces leaders, n'est-ce pas, est quand même un âge, on va dire, avancé. C'est-à-dire que nous avons une génération... Oui, une génération... La moyenne d'âge des chefs d'État est de plus de 60 ans, tout à fait. Voilà. D'accord. Et justement, Mathias Soungpé... M. Mengara évoquait la question des élections. Est-ce que vous ne pensez pas que les acteurs politiques ne se focalisent pas un peu trop sur les élections qui ne sont qu'une des composantes d'une démocratie? J'ai l'impression qu'on a plutôt des démocraties électorales, non? En tout cas, c'est ce que beaucoup pensent. Je suis d'accord avec vous que la plupart des démocraties chez nous sont justement appelées des démocraties électorales pour le moment, parce que vous avez le sentiment qu'on oublie les préoccupations démocratiques une fois les élections terminées. En 2 élections, c'est très rare qu'on voit beaucoup de gens, beaucoup d'organisations s'investir pour garantir, n'est-ce pas, la consolidation de la démocratie. Et je crois qu'on a commencé à en payer le prix avec le recul qu'on observe, n'est-ce pas, recul démocratique qu'on observe depuis 5 ans, 6 ans dans la sous-région, au moins dans la sous-région où je suis. Parce qu'on se focalise trop sur les élections, on ne s'est pas rendu compte que les contre-pouvoirs ne fonctionnent nulle part. Moi, je ne connais presque pas de pays en Afrique. Vous aurez quelques cas isolés, Afrique du Sud, un peu Ghana, il y a quelque temps peut-être Bénin, où on a des contre-pouvoirs qui jouent leur rôle. Aujourd'hui, les pouvoirs exécutifs contrôlent entièrement les institutions de l'État et les utilisent, n'est-ce pas, pour renforcer leur pouvoir et pour fragiliser les oppositions, pour restreindre l'espace civique. Donc, vous n'avez que les élections et les institutions de contre-pouvoir ne fonctionnent pas. Et l'espace civique est en train d'être restreint un peu partout. Donc, les citoyens ne sont même pas en mesure de s'organiser à travers les organisations de la société civile, se défendre leurs droits et protéger la démocratie. Et donc, nous sommes en train de payer justement le prix de ce que, jusque-là, on s'est focalisé sur les élections. Et je pense que pour l'avenir, on a besoin vraiment d'aller
vers maintenant les autres fondamentaux qui garantissent la consolidation de la démocratie. D'accord, on pourra y revenir en seconde partie. Valérie, Nadjibé, les changements constitutionnels sont une énorme source de tension entre pouvoir et opposition, n'est-ce pas? Comment peut-on mettre en place des institutions fortes que tout le monde réclame, hein, s'il y a une instabilité dans les lois fondamentales qu'on change à chaque fois? Justement, et je veux revenir sur ce que mon collègue vient d'évoquer. Hein. Je pense que les élections en Afrique sont utilisées par les présidents en place comme un outil, au fait, pour aboutir à leur fin. Parce que au Tchad, par exemple, où le président Idriss Déby, au pouvoir depuis 1990, a pu organiser, entre guillemets, des élections. Il en a organisé déjà 5. Et donc, le dimanche dernier, c'était la 6e. Et donc, voilà, moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment de travailler, hein, à renforcer les capacités de la société civile. Il faut avoir une société civile vibrante. Il faut avoir une population consciente, hein, surtout en Afrique, on n'a que des jeunes majoritairement. Il faut arriver à conscientiser ces jeunes-là pour qu'ils puissent exiger de leurs leaders ou demander un changement à la tête de leur pays. C'est un travail de renforcement des institutions démocratiques qui passe par renforcement de la société civile et aussi d'éducation citoyenne, hein, pour que voilà, nous arrivons à avoir des populations qui tolèrent pas les abus de violation des droits de l'homme dans leur pays et tout cela. Et c'est cette génération-là actuelle que moi j'appelle la génération Facebook ou Twitter, sur laquelle on peut compter, parce que c'est une génération qui est éduquée, c'est une génération qui voit tout ce qui se passe ailleurs, en dehors de leur pays, et qu'il faut miser sur cette génération pour faire un travail à ce qu'ils puissent exiger de leurs leaders un changement voilà, au niveau institutionnel et aussi au niveau de la présidence. Donc, voilà. D'accord. Alors, voilà, je vais juste lire quelques commentaires, des réactions de téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Hassan Omar Boulalé à Djibouti. Il nous dit que l'Afrique connaît un recul démocratique avec la complicité de l'Occident qui laisse nos dirigeants briguer des mandats de trop. Seules des institutions fortes peuvent apporter la démocratie réelle avec l'inspiration de la jeunesse africaine. Aboubakar Dialabi Bachir N'Djamena nous dit qu'ici au Tchad, il n'y a pas ce qu'on appelle la démocratie. Il y a la confiscation totale du pouvoir par le régime MPS, la modification de la Constitution à 2 reprises et l'arrestation d'opposants. Et puis Paul Nomessi Kotor à Ouida au Bénin, il nous dit « Un bois dans l'eau ne deviendra jamais un caïman. Cette démocratie et ses valeurs sont incompatibles et illégitimes sur le continent. » Voilà, c'est son avis. Et il poursuit en disant qu'il est temps que l'Afrique réinvente son mode de gouvernance de la cité sur des fondements et des réalités socio-anthropologiques et historiques. Voilà. Merci beaucoup de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Direction le Tchad qui vient donc de tenir une élection présidentielle. Le président Idriss Déby s'est présenté pour un 6e mandat malgré la tentative d'une partie de l'opposition d'empêcher la tenue du scrutin. Comment les Tchadiens voient-ils le processus électoral dans leur pays? Réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Nesta Yamgoto dans les rues de N'Djamena. En tant que Tchadienne et jeune, je pense que nous avons besoin de l'alternance. J'attends que au Tchad, il y ait une bonne gouvernance
déjà, et que le système éducatif tchadien soit amélioré, que les enfants aillent normalement à l'école et que surtout nous ayons une bonne démocratie, une bonne liberté, surtout la liberté d'expression. Qu'après 28 ans d'existence, je n'ai jamais connu le bonheur d'aller aux urnes, de voir un changement dans la présidence. Et ça, je ne connais pas l'effet que cela fait, tu vois, d'alterner d'un président à un autre. Donc en tant que Tchadien, moi, ma plus grande attente serait qu'il y ait une alternance au pouvoir, qu'il y ait un nouveau président avec des nouveaux projets. Est-ce qu'il tiendra à ses promesses ou non? Parce qu'il y a des choses qu'on vit, qu'on aimerait que ça change avec une autre personne à la tête du pays. Bon, au fait, nous, tout ce qu'on espère, on voit un changement, au fait. Ça fait longtemps déjà que notre pays sont dans la misère, dans la galère. Donc avec ces élections qui viennent de se passer, on espère un changement, que ce soit un nouveau régime, soit c'est l'ancien régime. Tout ce que nous on veut un changement. Nous les jeunes, par exemple, on veut des emplois. On voit ce que le nouveau gouvernement qui arrive à mettre, n'est-ce pas, un peu d'emploi pour les jeunes, nous intégrer à la fonction publique. C'est ça notre attente. Voilà, je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. À Dakar, nous avons Mathias Oumpe, politologue, administrateur du programme gouvernance à Osiwa, l'Open Society for West Africa. À Washington, Valérie Najibé, responsable du programme Afrique centrale au National Endowment for Democracy. Et dans le New Jersey, Daniel Mengera, professeur à Montclair State University. Alors, Valérie, certains, quand on lit un peu ce qui se passe, en tout cas dans les discussions, certains préconisent des mandats uniques plus longs, de 7 ou 10 ans, pour réduire un peu les tensions électorales, puisque c'est les moments où, en fait, les pays sont un peu en instabilité. Vous pensez que c'est une bonne formule ? Alors, personnellement, moi, je pense que le problème que les pays africains sont en train d'avoir avec le changement politique chez eux, ça n'est pas vraiment question de temps au pouvoir. Parce que si c'était question de temps au pouvoir, ces présidents, ces dictateurs en ont eu. Moi, je pense que les présidents comme Déby ont eu assez de temps au pouvoir, 30 ans déjà pour Idriss Déby. Tu prends le cas des Bongo au Gabon, par exemple, qui sont au pouvoir depuis 1967. Et ça, c'était il y a très, très longtemps. C'était au temps de Andrew Johnson, le président américain ici aux États-Unis. Donc, ça n'est pas vraiment question de longévité ou d'extension de mandat pour ces présidents-là. Moi, je pense qu'on doit faire un travail, que le peuple doit faire un travail parce que ces présidents, à mon avis, ils sont seulement ingrats. Ils sont seulement ingrats de partager le pouvoir avec les autres qui sont capables, hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un seul président, il y a une seule personne qui peut être président dans un pays de plus de 10 à 15 millions. Donc, non, moi, je m'inscris en faux. Moi, je ne pense pas qu'il fallait donner un mandat de 7 ans ou de 10 ans, mais de travailler à ce que les institutions africaines sont fortes, pour que, même si c'est un mandat de 4 ans ou de 5 ans, si le président arrive à son terme, il faut qu'il quitte tout en respectant la Constitution. Donc, à mon avis, ça n'est pas la longévité ou l'extension de mandat. Ouais. D'accord. Et vous, Mathias, la société civile, est-ce qu'elle est aujourd'hui bien outillée pour accompagner le processus démocratique? On voit que dans beaucoup de pays, les ONG sont devenues un peu une cible des pouvoirs en place. Est-ce qu'ils ont aujourd'hui les outils pour accompagner la discussion avec les populations sur la démocratie? Disons que la société civile, aujourd'hui, souffre de ce que elle est née dans un environnement, disons, vous vous rappelez au moins pour les pays africains qui ont commencé la démocratisation aux alentours des années 90. Donc cette société civile, elle est née dans un environnement complètement différent de celui où nous sommes aujourd'hui. Que ce soit par rapport à l'environnement international, que ce soit en environnement dans nos régions régionaux, ou que ce soit par rapport aux moyens qu'ils peuvent utiliser. Je crois que la société civile rencontre quelques difficultés aujourd'hui.
Nous avons parlé déjà depuis qu'on discute ici de ce que l'espace civique a été restreint dans quasiment tous les pays. Donc, ils ont moins de marge de manœuvre pour travailler, mais ils ont aussi besoin, n'est-ce pas, de renouveler les outils et les stratégies qu'ils utilisent pour confronter les défis auxquels nous sommes confrontés, auxquels nous faisons face aujourd'hui, qui sont différents des défis des années 90. Donc, je pense que les sociétés civiles ont ce problème-là. Et comme j'ai dit, l'environnement international n'arrange pas. Vous savez qu'au début des années 90, il y avait une sorte de consensus, je vais dire assez large, au niveau de la communauté internationale sur le fait qu'il fallait défendre la démocratie, il fallait défendre les droits de l'homme, etc. Aujourd'hui, même quand vous prenez les pays développés, les démocraties établies et vieilles, vous voyez qu'il y a beaucoup d'hésitation par rapport à ces questions-là. Lorsque vous prenez l'émergence de nouveaux acteurs, je veux parler de la Chine, de la Turquie, de la Russie, etc., le Rwanda, quand vous venez en Afrique, qui sont d'autres modèles d'organisation politique qui donnent le sentiment, au moins en apparence, d'avoir des résultats. Vous avez raison aujourd'hui pour que la société civile rencontre des difficultés. Je vais finir en disant que malgré cela, il y a quand même une sorte de nouvelle dynamique au sein de l'espace civique. Je crois que c'est Valérie qui parlait de génération Twitter, Facebook, etc. aujourd'hui. Donc, on a des jeunes qui sont capables de créer de nouvelles dynamiques qu'il faut suivre et leur donner les moyens pour qu'ils nous aident en Afrique, n'est-ce pas, à suppléer l'espace que laissent les organisations de la société civile traditionnelle que nous connaissons pour la protection et la promotion de la démocratie dans nos pays. D'accord. Alors, Daniel Menguera, comment peut-on aujourd'hui arriver à des institutions fortes et consensuelles qui survivent au régime, que ce ne soient pas des institutions du régime en place? Voilà. D'abord, je vais être un peu en porte-à-faux par rapport à ce que notre ami, je crois, Valérie, a dit tout à l'heure. Non, je pense que puisque nous parlons justement d'institutions, parce que les institutions ont tendance à servir d'encadrement, n'est-ce pas? Surtout dans les conditions où les régimes particuliers ont du mal à s'adapter à la pratique ou à la culture démocratique. Donc, la question de ce mandat unique-là, qui a été déjà essayé en Haïti, je pense, est une très bonne idée pour les pays qui ont du mal à opérer la transition. Donc, il ne faut pas rejeter cela d'emblée. Maintenant, quand il s'agit de consolider les institutions, en fait, le mot-clé, c'est cela, c'est-à-dire des institutions fortes et non pas des hommes forts. Et je crois que c'est ce qu'Obama nous avait dit à son époque, que l'Afrique a fondamentalement besoin aujourd'hui d'institutions fortes. Alors, comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien, d'abord, je pense que nous avons eu un bon modèle avec les conférences nationales, n'est-ce pas, en 90, dans les années 90. Ces conférences nationales nous ont donné en fait un modèle de consensus national qui peut, à mon avis, être formalisé, de manière surtout à donner de la voix à la société civile au moins tous les 10 ans, que tous ces pays pouvaient avoir un moment d'exploration de l'état de leur démocratie, tous les 10 ans, avec dans ces processus de conférence nationale, des voix pour la société civile qui sont garanties. Je pense que ça pourrait déjà avoir favorisé un débat démocratisant pour le long terme. Mais ensuite, il faut aussi se rendre compte de ce qui se passe dans nos institutions actuellement en Afrique. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'exécutif est encore trop fort. L'exécutif contrôle encore trop fortement les institutions qui, justement, valident les élections. Donc, tant qu'on n'a pas des cours constitutionnelles indépendantes qui ne dépendraient pas de l'exécutif ni en matière de nomination, ni en matière de salaire, parce qu'il faut en réalité sécuriser ces postes-là pour que quand quelqu'un, un peu comme aux États-Unis, est nommé à la Cour constitutionnelle, sa dépendance vis-à-vis de l'exécutif cesse dès ce moment-là et la personne se sent libre de pouvoir dire le droit tel qu'il doit être dit. Mais il faut aussi rendre indépendants les institutions qui gèrent l'élection elle-même, c'est-à-dire les commissions électorales. Tant que celles-là aussi dépendront pour leur nomination, pour leur salaire, pour leur survie, n'est-ce pas, de l'exécutif et de ce que l'exécutif décide, nous aurons toujours malheureusement les paramètres qui ne permettront pas à ce débat de la démocratie et surtout à la culture démocratique de vraiment s'enraciner. Donc je pense que pour créer des institutions fortes, il faut en réalité faire, on va dire, créer un fossé, une fissure forte entre l'exécutif et les organes qui gèrent les processus électoraux, donc principalement les cours constitutionnels et par la suite les commissions électorales.
D'accord, nous reviendrons très certainement sur ces questions dans Washington Forum. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis sur notre site voaafrique.com et à travers nos télépartenaires. Je remercie énormément mes invités, mais également toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.